Bonjour à toutes et à tous. Alors, imaginez un instant que l'économie, c'est un peu comme un moteur qui tout saute. Est-ce que l'État peut vraiment le réparer simplement en y versant plus de carburant, c'est-à-dire plus d'argent? C'est la grande question derrière les politiques de la demande. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. C'est vrai que sur le papier, l'idée est hyper séduisante. On injecte de l'argent, les gens se mettent à dépenser, et hop, la machine économique repart de plus belle. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelques pièges cachés? C'est ce qu'on va explorer. Bon, pour bien comprendre tout le débat, il faut revenir aux bases. Alors, accrochez-vous, on commence par un petit peu de théorie. D'abord, un petit rappel rapide. La politique économique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu la grande boîte à outils du gouvernement pour essayer de piloter l'économie. Les objectifs sont plutôt clairs. On veut des emplois, des prix qui ne flambent pas et une croissance saine et durable. Et justement, dans cette fameuse boîte à outils, il y a un instrument très utilisé, la politique de la demande. Là, l'idée est simple. On met le paquet sur le consommateur. On cherche à augmenter le pouvoir d'achat des gens ou les dépenses de l'État pour que tout le monde se mette à dépenser plus, et donc à faire tourner la machine. Et voilà la promesse. Ce que ça donnerait dans un monde parfait. C'est une sorte de réaction en chaîne. L'État appuie sur le bouton baisse d'impôts ou hausse des aides. Du coup, les ménages ont plus d'argent en poche. Ils se sentent plus à l'aise et se ruent dans les magasins. Résultat, l'économie repart. C'est magnifique en théorie. Ok, maintenant, allons voir un peu plus en détail pourquoi ce fameux pari sur la consommation est si souvent la carte que les gouvernements aiment jouer. Quels sont les arguments en faveur de cette stratégie? Pour passer de la théorie à la pratique, les gouvernements ont plusieurs leviers à leur disposition. Ils peuvent baisser les impôts, verser des aides directes comme des chèques ou des primes, ou encore lancer de très grands plans d'investissement pour créer des emplois. On l'a bien vu en France avec le plan France Relance par exemple. Ah, alors là on touche à un concept vraiment crucial. C'est ce qu'on appelle la propension marginale à consommer. Le nom a l'air compliqué mais l'idée est toute simple. En gros, un ménage à revenu modeste va avoir tendance à dépenser quasi immédiatement chaque euro supplémentaire qu'il reçoit pour les besoins du quotidien. A l'inverse, un ménage plus aisé va probablement en épargner une bonne partie. Et ça, c'est un point absolument fondamental pour bien cibler les aides. Et ça nous amène directement à l'effet multiplicateur. C'est un peu le Graal de la politique économique. L'idée, c'est qu'un euro injecté par l'État ne va pas s'arrêter là. Il continue son chemin. La dépense de l'un devient le revenu de l'autre, qui à son tour va dépenser, et ainsi de suite. Donc chaque euro injecté peut en générer plusieurs pour l'économie. C'est un effet boule de neige. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce beau mécanisme peut parfois se gripper. La réalité, on le sait, est souvent bien plus compliquée. Alors, voyons ensemble ce qui peut faire caler le moteur. Et le premier obstacle, le voilà, l'épargne de précaution. C'est très simple. Si on a peur de l'avenir, si on craint de perdre son emploi, eh bien, l'argent supplémentaire qu'on reçoit, on ne va pas le dépenser. On va le mettre de côté au cas où. Et là, tout l'effet de la relance tombe à l'eau. Ensuite, il y a les contraintes extérieures. C'est un peu comme une camisole de force budgétaire. Pour les pays de la zone euro, par exemple, le pacte de stabilité fixe une limite très stricte au déficit public. Cette fameuse règle des 3% peut tout simplement empêcher un gouvernement de dépenser autant qu'il le faudrait, même en pleine crise. Et puis, bien sûr, il y a le problème de la dette. Quand on dépense beaucoup, on creuse les déficits et donc la dette de l'État. Le souci, c'est que si les gens se disent « toute cette dette, faudra bien la rembourser un jour avec nos impôts », leur réflexe est logique. Ils se mettent à épargner dès maintenant en prévision. Et ça, encore une fois, ça vient neutraliser l'effet de la relance. Et enfin, il y a un autre problème, et pas des moindres, ce qu'on appelle les fuites à l'étranger. Une partie de l'argent qu'on injecte dans l'économie, eh bien, elle ne reste pas dans le pays. Elle part directement à l'étranger parce qu'on l'utilise pour acheter des produits importés. Les conséquences sont assez faciles à imaginer. L'argent dépensé va faire tourner l'économie, mais d'un autre pays. Les emplois sont créés ailleurs et notre déficit commercial, lui, se creuse. C'est un peu comme essayer de remplir une baignoire percée. Bon. Alors au final, cette politique de la demande, c'est une solution miracle ou une fausse bonne idée? Essayons de faire le bilan pour y voir un peu plus clair. Le verdict, il est forcément nuancé. D'un côté, oui, c'est un outil qui peut donner un coup de fouet rapide et direct à l'économie. Mais de l'autre, son efficacité peut être sérieusement limitée par l'épargne, la dette et les importations. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution magique. Tout est une question de contexte, de timing et de la façon dont c'est mis en œuvre. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Quand la prochaine crise arrivera, sur quel levier faudra-t-il vraiment appuyer? Est-ce qu'on doit continuer à tout miser sur la demande ou est-ce qu'il est temps d'explorer d'autres pistes, peut-être plus structurelles? Le débat, lui, est loin d'être terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.